Yo tout le monde, ici Juju tout seul et aujourd'hui je voulais vous recommander une série animée qui est disponible sur Netflix et qui s'appelle Terminator Zero, qui a été développée par Mattson Tomlin. C'est une personne qui devient de plus en plus influent, on va dire, dans le domaine, dans l'industrie hollywoodienne, nous allons dire, parce qu'il a participé à la coécriture de The Batman et donc il participe actuellement à la coécriture de The Batman partie 2. C'est lui qui est censé écrire aussi le film Berserker des comics écrits par Keanu Reeves, avec Keanu Reeves dans le rôle pour Netflix encore. Et c'est lui qui a été engagé pour l'instant concevoir, écrire la série Game of Thrones The Live Action sur donc Aegon le Conquérant. Donc c'est un nom qui commence à apparaître de plus en plus. Et après avoir aidé à coécrire The Batman avec Matt Reeves, à avoir réalisé quelques projets, et il se charge d'une série Terminator qui s'appelle Terminator Zero, qui est donc animée, de ce que j'ai compris, par le réalisateur principal en tout cas de Bleach, qui est un animé iconique, qui a été doublé en japonais et en anglais, donc vous pouvez regarder la version que vous voulez. Donc contrairement à beaucoup de projets hollywoodiens qui prennent un style animé mais qui restent des projets américains, parce que ça parle anglais, là on peut peut-être rappeler quand même ça cette série en animé parce qu'il y a aussi un doublage japonais, et on a vraiment une collaboration entre un studio d'animation japonais, et donc Netflix, et donc toutes ces personnes impliquées là, et James Cameron qui est pas vraiment impliqué mais qui a validé le projet quand même. Et donc, sans spoiler, déjà, qu'est-ce que je pourrais donner comme avis sur cette série ? C'est la meilleure œuvre sur Terminator, largement, je pense, depuis Terminator 2. Donc après, j'ai jamais parlé de Terminator sur la chaîne, donc il faudrait que je fasse un petit résumé, mais je pense que je vais laisser ça pour la partie spoiler, vous faire un petit résumé de mon avis sur les films, donc sur les 5-6 films qu'on a eu. Bon, grosso modo, les deux premiers, c'est des classiques. Surtout le deuxième, c'est des chefs-d'œuvre et c'est intouchable. Le troisième, c'est un gros divertissement sympatoche, mais qui entache un petit peu la réputation parfaite un peu de la saga. Le quatrième, c'était vraiment cool d'avoir un contexte plus original, on avait un potentiel qui était pas parfaitement exploité, mais qui était très bien. Franchement, c'était le dernier, pour moi, c'est le dernier bon film de la saga. Et puis les deux derniers, Dark Fate, Genesis, ça part en couille, ça fait n'importe quoi, c'était vraiment ignoble. Mais je détaillerai peut-être en spoiler mon avis exact sur ces films-là, parce que je pense que c'est une série qui est parfaite pour les non-initiés à Terminator, vu que Terminator, ça c'est une saga qui provient des années 80, qui ne marche plus forcément au cinéma depuis les 2-3 flops qu'on s'est tapés récemment. Et donc, pour moi, cette série, déjà, je pensais que cette série serait un remake style japonais animation du tout premier Terminator. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre en voyant la bande-annonce. Et dans un sens, il y a des hommages, mais il n'y a pas de référence ou de fanservice sur les anciens films Terminator. C'est un peu comme la mode Alien Romulus. Bon, j'ai toujours pas fait de critique d'Alien Romulus, mais je ferai un live avec mon collègue Jules quand celui-ci sera disponible. Donc, pour avoir mon avis, vous attendrez ce live, vous attendrez ma review Letterboxd quand ce sera sur Letterboxd. Et ouais, là en termes de timing, je fais ce que je veux maintenant, plus rien à faire. Et pour moi, on est un peu dans ce mood-là, dans ce mood Alien Romulus, dans le sens où c'est un film, encore mieux même. Parce qu'Alien Romulus, c'est un film qui respecte l'existence d'absolument tous les projets aliens sont pris en compte dans l'histoire. Mais le problème avec Alien Romulus, c'est que c'était trop hybridé, en fait. Ça manquait d'originalité, et toutes les idées qu'il y avait dans Romulus étaient basées sur des idées des autres films aliens. Ce qui faisait qu'en plus d'être un film qui essayait de respecter tous les films aliens qui ont existé, c'est un film qui devenait au final assez peu original par le fait que ça s'inspirait trop de ces films-là. Là où Terminator Zero, respecte quasiment l'existence de tous les films Terminator, grâce à une idée qui est plutôt ingénieuse, sans auto-référencer toutes les 2 minutes les films, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sent que c'est une grosse lettre d'amour pour la franchise, mais à la fois, vous pouvez totalement démarrer votre connaissance de la franchise avec cette série animée, en fait. C'est totalement ça. C'est que cette série animée ressemble un peu, surtout au début, ressemble un peu, en termes de plot, au premier Terminator. Donc sans spoiler, c'est le plot de base, donc ça spoilerait pas des non-initiés. Donc il y a une guerre dans le futur entre humains et machines, commandée par l'IA Skynet, ont lancé une attaque atomique. Donc on provoquait une guerre atomique qui a détruit quasiment toute la Terre. Et donc on est dans un futur où il y a une résistance qui affronte les machines depuis des décennies. Et donc pour essayer de terminer cette guerre et de l'anéantir l'humanité, du coup les machines vont envoyer un Terminator pour tuer John Connor ou sa mère, puisque John Connor est le chef de la résistance, et donc c'est un peu le prophète qu'il faut tuer avant que la guerre, pour que la guerre ne puisse pas exister, pour que les machines puissent prospérer. Et en parallèle, la résistance envoie un soldat pour tuer ce Terminator et protéger John Connor, ou en tout cas un membre de la famille Connor que le Terminator doit tuer, au final, pour assurer la victoire de Skynet. Et bien le plot dans cette série-là, c'est un peu la même chose, c'est les machines qui envoient une machine en 97, les humains qui envoient une humaine en 97 également. Donc à partir de là, tu te dis, j'avais vraiment l'impression qu'on allait se prendre un remake des 2 premiers films à peu près, et au final la série est pleine de surprises.
ça qui est intéressant, c'est que la série est pleine de surprises, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Malcolm Lee, par exemple, qui est le personnage masculin principal de la série. Je pensais que c'était une nouvelle version du personnage de Joe Morton, Miles, je ne sais plus quoi, qui a créé Skynet dans Terminator 2. Je pensais que c'était une nouvelle version de ce personnage-là. En fait, non, pas du tout. C'est tous les personnages-là, il y a des stéréotypes qui ressemblent évidemment aux personnages des autres films Terminator, mais ce sont leur propre entité. Ce sont des personnages qui ont des directions totalement différentes de ce qu'on a dans les films, et au final, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est sur une histoire originale, au final. C'est ça qui est vraiment à relever, c'est qu'on arrive enfin à faire une histoire originale et qualitative, tout en respectant l'existence des deux premiers, de tous les films, en fait. Là où les précédents, souvent, manquaient de respect, c'était ça le problème, c'était que Genesis, c'était en train de remaker les deux premiers films à rallonge, en mode sans cohérence et sans aucune logique, et puis t'avais Dark Fate, qui juste annihilait presque les événements de Terminator 2, et manquait de respect presque à Terminator, quoi. Donc, alors que là, on arrive à te justifier l'existence de tous les films, et on arrive à te créer une histoire simple, simple, pas tant que ça, mais originale, neuve et attrayante, en fait. Surtout avec l'animation que je trouve, surtout après avoir vu l'abondance, et ça j'avoue que j'en ai rien à faire et j'irai pas voir ça, surtout en ayant vu le film, l'abondance de l'animé, du film animé Seigneur des Anneaux qui va sortir en fin d'année, où l'animation a l'air super saccadée, super lente, pas forcément très haut budget, surtout que ça sort au cinéma, et l'animation elle est magnifique. J'ai trouvé, je suis pas un gars qui je suis pas un gars qui regarde des animés, le seul animé que j'ai entre guillemets regardé dans ma jeunesse c'est Beyblade, on va dire, mais vraiment après j'ai arrêté vite, on va dire. Mais du coup, je suis pas un gars qui regarde forcément des animés, mais force est de constater que l'animation dans cette série est très très jolie, quoi. C'est que l'animation est très qualitative dans la forme, c'est bien, évidemment c'est des stéréotypes visuellement d'animés, les gros yeux, etc. Mais en termes de mouvement, d'action, c'est magnifique, on a des plans, des jeux de couleurs, on retrouve le futur violet des Terminators de James Cameron, on a des séquences très oniriques, très philosophiques visuellement, parce que t'as un personnage qui pendant toute la série parle avec une IA littéralement pendant toute la série, dans une espèce de salle d'hologramme, et avec cette salle d'hologramme, tu t'amuses à créer des visuels très très travaillés, très philosophiques, très surréalistes, qui rendent la série très très intéressante. Et puis parfois on utilise de la 3D pour créer des jeux de profondeur, pour remettre en scène le Terminator qui est souvent fait un peu plus en 3D, un peu plus en relief. Donc ce qui fait qu'on a une animation qui est très très efficace, et donc comme c'est de l'animation, le découpage je l'ai trouvé très très bien géré, j'ai trouvé que visuellement c'était très 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 carré en fait, c'est que visuellement c'est vraiment cool, c'est super animé quoi, j'ai été happé. Et en termes de BO également, en termes de BO, on retrouve les quelques notes des thèmes, des musiques cultes de Terminator, mais on a quand même un thème principal qui est unique et propre à cette série, qui est beaucoup plus contemplatif, je trouve, qui est très beau, je trouve le thème très très beau également de cette série-là, en termes de musique, c'est très cool aussi. Puis les performances, moi j'ai regardé en anglais du coup, les performances d'acteurs sont très très bien, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ça, à part le fait qu'il y a Timothy Olyphant, qui est un acteur plutôt connu, qui fait la voix du Terminator. Bon, il a pas dû faire un grand taf, parce que le Terminator, il a au moins... il a même pas 10 lignes de dialogue de toute la série, donc c'est vrai que j'ai trouvé ça assez drôle qu'on mette un petit peu Timothy Olyphant sur le devant de la série. Vraiment, c'est une très bonne porte d'entrée, je dirais, pour Terminator. Pour les gens qui ne connaissent pas Terminator, qui sont nés à cette époque-là, qui connaissent pas trop peut-être le cinéma des années 80, et qui peut-être en regardant cette série vont être curieux de regarder surtout les films de James Cameron, surtout. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est une très bonne porte d'entrée, car les animés c'est quelque chose qui est beaucoup d'actualité, qui est surtout très courant en France. En France, on est très très gros consommateurs d'animés. Donc je pense que c'est une série qui peut vraiment attirer un nouveau public, revigorer la saga Terminator, et ça me fait plaisir de voir Terminator être revigoré, parce que pour moi, il y avait deux choix, de toute façon. Soit il fallait vraiment réussir à raconter la bonne histoire qui pourrait faire survivre la saga, soit il fallait juste éteindre la saga, parce que Terminator, ça fait 3-4 films, on sait plus quoi faire, on a les pires suites, c'est peut-être la saga qui a peut-être les pires suites parmi beaucoup de sagas, et peut-être que juste les deux premiers Terminator suffisaient, il n'y avait plus autre chose à raconter en dehors de ça. Et cette série a prouvé le contraire, justement, avec ce format animé qui correspond parfaitement, je trouve, au style Terminator, c'est-à-dire un style déjà très violent, déjà. Parce qu'on n'oublie pas que Terminator c'est du rated R, et là on est sur un film qui est très violent, assez viscéral, en plus on a des enfants qui sont des protagonistes dans cette série-là, donc il y a un côté très mature, on fait développer des personnages de façon très dure en fait, et beaucoup de personnages morphlent dans cette série, en sachant en plus, et c'est aussi ça qui est fou, c'est que la série se déroule, je crois, de ce que j'ai remarqué, en une nuit en fait, c'est une série toute la série, les 8 épisodes se déroulent en une journée, même pas en une nuit, donc c'est aussi ça qui est fou, c'est qu'on est sur une course-poursuite en direct qui s'arrête jamais pendant les 8 épisodes, tout en prenant son temps. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que je trouve la série démarre lentement, mais sûrement, et la série, tout en nous racontant une nuit qui ne s'arrête jamais, on va dire, arrive à exploiter des thématiques neuves par rapport à la saga,
Et je trouve, et ça c'est moi qui ai ressenti un peu cette vibe-là, je trouve que là, je trouve que cette série m'a pas mal fait penser à Westworld, un peu dans ce côté-là. Parce que Terminator, évidemment, bah, il y a beaucoup de franchises maintenant qui sont un peu comme ça, comme Matrix également. Bah, regardez les Animatrix, très excellent Animatrix. Et bah, j'ai eu ce côté Westworld, dans le sens où Terminator, ça a toujours été, en principe, en tout cas, les films de James Cameron, ça a toujours été des high concepts qu'on utilisait pour faire des films d'action ou de divertissement. Donc on mélangeait du slasher et de l'horreur avec le premier, on faisait du gros film de science-fiction / gros film d'action avec le deuxième, tout en parseminant évidemment des thématiques, sur l'IA c'est pas bien, ne faites pas d'IA, est-ce qu'on doit faire confiance à une IA, est-ce qu'en fait les IA peuvent être gentils au final, donc il y a toute cette thématique-là qui était développée surtout dans le deuxième, et là dans cette série-là, eh bien, on va encore plus loin, on va encore plus loin dans la philosophie de la chose, et on développe des thématiques encore plus intéressantes, j'ai envie de dire, c'est que là on est sur quelque chose de plus philosophique, plus dans la réflexion, on va dire, tout en ayant ces moments d'action évidemment, mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que on a ces moments de pause, ces moments où tu réfléchis, où tu dis oui. Quoi. Parce que dans un sens, j'aurais dit Terminator, c'est une franchise qui mériterait de s'arrêter, mais vu que là on est en plein dans l'époque de l'IA, bah, je trouve que l'existence de cette série animée fait du bien, car on développe encore plus le questionnement de l'IA dans cette série, sur est-ce que l'IA c'est bien, est-ce que on est obligé de faire confiance à une IA pour détruire une autre IA, est-ce que l'IA est notre seul recours pour nous sauver, et aussi on met en question évidemment l'humanité qui crée ce qui la détruit, est-ce que l'humain mérite d'être sauvé, évidemment des thématiques assez courantes, la guerre contre les IA et les machines, donc ça m'a un peu fait penser à Westworld et à la guerre entre par exemple Dolores et Bernard pour ceux qui connaissent Westworld, donc un peu style Malcolm X de Martin Luther King, un qui est prêt à attaquer les humains et à partir sur l'offensif, et une qui veut cohabiter avec eux, l'inverse, et un qui veut cohabiter avec eux, qui croit en une paix, et donc on a ces questionnements-là qui se rajoutent avec le fait déjà que la série se déroule au Japon, la série se déroule au Japon avec des personnages originaux, et donc nous développe déjà un contexte différent, un contexte où il y a des machines qui existent déjà dans un Japon de 97, donc un futur plutôt dystopique on va dire, donc il y a des machines qui sont déjà mises en place, il y a l'interdiction à l'armement qui est beaucoup plus utilisée dans la série vu qu'il n'y a pas d'armement au Japon en principe, et donc on se sert de ces défauts-là pour un peu rajouter de la tension dans cette série-là, et je dirais qu'on est sur le parfait équilibre on va dire entre le premier Terminator et le deuxième Terminator, du coup, dans le sens où à la fois il y a ces questionnements philosophiques un peu typé Westworld que j'ai ressenti durant toute la série, et à la fois il y a ce côté, c'est de l'action, il y a de l'action qui s'arrête pas, il y a beaucoup d'action, où il y a un Terminator qui te course, il faut s'en débarrasser, il faut essayer de le battre, ou en tout cas essayer de l'éviter, et en parallèle, le Terminator reste un personnage un peu type slasher en fait. C'est qu'on retourne sur une atmosphère plus horreur, on revient sur un Terminator qui est quand même un peu plus terrifiant, parce que le Terminator avait été pas mal démystifié, on va dire, au fil des adaptations cinéma qu'on a eues de la saga. Et donc là, on revient sur un Terminator qui est froid, qui parle quasiment jamais, qui peut être n'importe qui se cache d'habit en habit, d'accoutrement en accoutrement, et qui est imposant, qui fait peur, et qui à tout moment peut te démonter, quoi. Surtout avec le fait que la série soit gore, qu'il y a des enfants qui sont mis en jeu dans cette série-là également. Donc on est sur parfait équilibre entre l'horreur du premier film et côté action course poursuite du deuxième, ce qui fait qu'on est sur une série qui va très vite et qui est assez addictive, je dirais, dans le sens où c'est une série qui se regarde assez rapidement, c'est 8 épisodes de 25 minutes, et je les ai enchaînés très très rapidement. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour la partie sans spoiler, donc comme je vous l'ai dit, si vous ne connaissez pas la saga et que vous voulez la découvrir, je vous conseille vraiment de regarder cette série, en sachant que c'est une série qui demande quand même pas mal de réflexion, c'est qu'il y a on joue beaucoup sur le voyage dans le temps, donc il y a beaucoup de twists qui remettent un peu tout le temps la série en question. Il y en a peut-être un ou deux qu'on voit un peu venir, mais en général, ils arrivent toujours à nous avoir sur les twists, et ça remet tout en question, et c'est juste avec ça qu'on arrive peut-être à justifier l'existence de tous les films. Donc partez en principe qu'on est sur une série où on joue sur des concepts de science-fiction un peu développés qui peuvent te paumer, tout en proposant un concept d'action qui te fait réfléchir sur le questionnement de l'humanité et de l'intelligence artificielle. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo pour cette partie sans spoiler. Maintenant, nous allons spoiler. Bon, en termes de référence, on est sur quelque chose qui est très très sobre, comme je l'avais dit, dans le sens où le Terminator utilise des shotguns parfois, des miniguns, parfois il s'habille en policier comme le T-1000 dans le deuxième Terminator, et donc l'antagoniste de cette série-là, c'est un T-800, du coup, donc qui est le modèle de Schwarzenegger dans Terminator 2, il me semble. Et donc on voit que la série est canon juste parce que déjà le design de T-800 ne change pas, c'est le même design que dans les films, et parce que il y a toute cette explication des voyages dans le temps.
en fait. Toute cette explication qui est développée par rapport à une espèce de bâton en feu, où on te crée des lignes temporelles, etc. Et en fait, on te dit qu'en fait, Terminator, on t'a toujours fait croire que le plot de Terminator, c'est, si on évite le fait que le Terminator tue John Connor avant qu'il naisse ou après sa naissance, dans le passé, eh bien, ça va annihiler le futur et créer un futur positif, en fait. Ce qui veut dire qu'on est un peu sur la timeline de retour vers le futur, où changer le passé va modifier le futur, en fait. Alors qu'au final, dans cette série-là, pour nous justifier tous les films qui ont existé, c'est-à-dire, notamment Terminator, Dark Fate et Genesis, ou dans Terminator Genesis, on te confrontait un Schwarzenegger vieux contre un jeune, on te remakeait le premier Terminator, on te remakeait le deuxième Terminator, mais avec des nouveaux acteurs, et donc on te justifiait des timelines qui se répétaient, qui se revivaient sans cesse avec des nouveaux trucs. Ça n'avait aucun sens dans cette logique-là de la saga. Pareil pour Terminator Dark Fate, où on te tue John Connor au début du film, après les événements du deuxième film, et en fait on te remake, on te fait juste un remake du 2, en fait. C'est on tue John Connor, pour ensuite te proposer une John Connor féminin que avec des personnages féminins, et donc on te crée un nouveau prophète, et on te refait la boucle, mais juste avec des nouveaux personnages, ce qui n'a juste aucun sens, et ce qui est juste, woke, on va dire, tout simplement. C'est du gros wokisme mal fait, contrairement déjà à cette série-là, où la majorité des protagonistes de cette série sont des femmes, et bien sûr Terminator de base, qui a participé a créé la modèle de femme forte avec Sarah Connor, que James Cameron a créé, comme quand il avait développé Ripley par exemple dans Alien le Retour, ou quand il a développé le personnage de Neytiri dans Avatar. James Cameron a toujours été un très bon scénariste concernant le traitement des personnages féminins et afin d'en faire des protagonistes et des femmes fortes, tout simplement. Bon, ce qui est une phrase qui n'a aucun sens, hein. Toutes les femmes comme les hommes peuvent être forts par définition, c'est juste le traitement que les personnages féminins pouvaient avoir avant qu'on ait eu ces films-là qui redorent à des personnages beaucoup plus forts et qui ont droit à des moments d'action et de badassitude. Je crois que je vais un peu loin. Et c'était quoi mon point déjà? J'ai un peu oublié. Dans cette série-là, on a fait, écoutez, nique les timelines, on va faire la timeline de Avengers Endgame, en fait. C'est un peu ça. C'est la même logique de timeline que dans Endgame, où en fait, dès que tu vas dans le passé, tu crées une nouvelle timeline avec un nouveau futur. Et je trouve qu'en termes d'enjeu, c'est super intéressant parce que cette fois, dans cette série-là, en fait, l'héroïne qui est envoyée dans le passé, sait qu'elle va pas sauver son futur à elle, en fait, en changeant le présent. Du coup, plus jamais elle reverra son futur, son futur qui du coup va rester intact comme il est, mais en changeant le passé, elle va juste créer un nouveau futur, en fait. Et rien que le fait qu'elle existe dans ce nouveau passé, déjà, crée un nouveau futur et fait qu'elle n'aura pas le même destin que ce qu'elle avait dans sa timeline originelle, en fait. Donc on est sur une histoire de timeline, en fait, il y a plein de timelines de partout, ce qui par défaut justifie l'existence de tous les films, quoi. Où à chaque fois les timelines changent, partent en cacahuète, et la saga Terminator est l'une des sagas les moins cohérentes de l'histoire, donc ça arrange les choses, on va dire. J'ai bien aimé le moment où Malcolm Lee commence à tacler un peu les films Terminator en disant que tout le temps la solution pour nous ça a été de voir qu'un robot a été envoyé dans le passé, et nous à chaque fois on envoyait un résistant dans le passé pour sauver un prophète, ensuite pour sauver un autre prophète, ensuite pour sauver un autre prophète, et à chaque fois la boucle n'arrêtait pas de se répéter, et donc maintenant il faut passer à une nouvelle méthode pour être sûr qu'on peut sauver le futur, et c'est par cette phrase là qu'on arrive à justifier tous les bullshit de Dark Fate où on crée des nouveaux prophètes, etc., comme John Connor, et là j'ai pas le nom du personnage féminin qui devient la nouvelle John Connor dans Dark Fate. Mais ça justifie l'existence de tout ça, en fait. C'est que, peu importe ce qui se passe dans ces films-là, t'auras toujours d'autres films qui vont répéter la boucle parce que ça fait du pognon et parce qu'on veut exploiter, on veut souiller jusqu'au bout du bout la franchise, on va dire. Et donc là j'ai aimé ce désir de la série de changer complètement d'approche et d'aller sur complètement autre chose. Donc notamment cette idée que j'ai trouvée intéressante, déjà d'être dans une série qui est complètement du point de vue japonais, c'est que Skynet existe, on sait que Skynet va arriver, va démolir, va détruire la Terre, etc. Mais on ne voit jamais Skynet, en fait. Skynet, c'est une menace qui est jamais visible, en fait, c'est une menace mystérieuse, on va dire. Et donc, tout se déroule au Japon, où du coup, on pourrait imaginer qu'en parallèle, par exemple, des événements des premiers films, t'aurais le Japon qui, eux, auraient déjà une avancée technologique plus avancée en termes d'IA, par exemple, et qui développerait en parallèle, du coup, un rival à Skynet, qui est Kokoro, du coup. Et ça, c'est une idée qui est neuve, il me semble. Je crois qu'on n'a jamais eu cette idée-là de créer un rival à Skynet, donc une IA qui pourrait concourir à Skynet, et c'est pas mal fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas mal fait, c'est qu'on n'est pas sur une IA qui, oui, je vais t'obéir humain parce que tu m'as créé pour que je fasse ça, non, c'est une IA qui aussi se remet en question, qui remet en question l'humanité, et qui pendant toute la série essaye de savoir pourquoi j'aurais sauvé l'humanité, en fait. Et la question reste encore plus ou moins en suspens à la fin de la saison,
Et donc t'as plein de personnages là comme ça qui sont intéressants. T'as la Kairis, on va dire, la Kairis de la série qui est Aiko du coup, qui est cette soldat de la résistance qui doit essayer de protéger Malcolm Lee, etc. Bah du coup, en termes de ma théorie à moi, c'est que je suis sûr que la vieille dame qui l'a envoyé dans le passé, du coup c'est elle, du coup. Donc à mon avis ce sera ça. Pour moi c'est le seul truc, la seule théorie qui n'a pas été confirmée mais que je vois venir. Et puis il y a des moments où on joue avec les personnages, quoi, avec les concepts, quoi. T'as le personnage de Misaki, je crois. Le personnage de Misaki, je pensais qu'on allait partir sur un concept à la Terminator Renaissance, le 4, où tu avais le personnage de Sam Worthington qui était un humain, et qui au fil du film découvre en fait qu'il est un robot et que sa conscience humaine a été implantée dans un corps de robot en fait, et donc qu'il était devenu une espèce d'hybride humain-Terminator. Donc je pensais qu'ils étaient en train de faire ça avec le personnage de Misaki, et au final non, puisque c'est un personnage qui pendant toute la série se pense humaine, et là boum elle découvre qu'elle est une machine en fait, et donc elle se remet en question. On rend hommage aussi à la scène du miroir de Terminator avec elle, où elle découvre qu'elle a des parties un peu étranges dans son corps. Et au final, non, c'est pas du tout ça, c'est vraiment une machine qui vient du futur et qui a été envoyée dans le passé. Et donc t'as tout ce twist que j'ai pas du tout vu venir sur le personnage de Malcolm, que je voyais vraiment comme l'équivalent du personnage de Miles dans le 2, qui a créé Skynet, sauf que lui c'est le créateur de Kokoro, et donc on est un peu sur ce délire-là, de personnages qui vont peut-être condamner leur monde et qui vont sacrifier pour le sauver au final. Et donc au final, j'ai pas du tout vu venir le twist que du coup Malcolm venait du futur, et donc ça remettait en question toute la série également, c'est avec le fait qu'il vient du futur, et qu'en plus il est le fils de Eiko, et que donc ça remet plein de trucs en question, et tu dis putain, qu'est-ce qu'ils vont faire en saison 2, et en plus du coup à la fin il meurt, mais du coup t'as Kokoro qui récupère son corps. Est-ce qu'ils vont nous faire un Terminator hybride, comme avec Sam Worthington dans le 4, où elle va peut-être implanter sa conscience dans une machine, peut-être en saison 2, potentiellement, pour moi ça peut largement arriver. Et donc en fait on s'amuse avec le fait qu'il y ait plein de timelines. Au début de la série tu penses qu'il n'y a qu'un futur et un passé, et ensuite on te dit qu'en fait il y a plusieurs timelines qui peuvent exister, et en fait on te montre qu'il y a bien plusieurs timelines en fait. Tu as la timeline où tu as Eiko donc, qui est envoyé dans le passé pour donc tuer le Terminator et empêcher l'assassinat de Malcolm Lee. Tu as la timeline où en fait Eiko a eu Malcolm en tant qu'enfant, l'a fait naître, et ensuite Malcolm est devenu un soldat pour la guerre durant toute son adolescence et sa jeunesse. Et au final, par répit, il a choisi de se barrer de sa timeline et de partir dans le passé pour régler cette guerre avec sa propre solution. Et ensuite, tu as une timeline, tu as Eiko qui a fait un pacte humain entre humain et Skynet pour battre Kokoro qui régnerait totalement dans le monde en fait, et qui mettrait à mal pas que l'humanité mais aussi Skynet lui-même. Et donc tu as cette timeline-là qui a envoyé le Terminator du coup de cette série, donc pour du coup tuer Malcolm et tuer Kokoro en fait. Donc il y a au moins 3 timelines qui existent et qui du coup rentrent en jeu dans cette série-là. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont des timelines du coup qui ne sont plus prises en compte, parce que là, on vit une timeline qui se déroule en face de nous, et donc la saison 2 est complètement imprévisible. S'il y en a une, évidemment, mais je pense que la série va plutôt marcher, je pense. En tout cas, les critiques sont très positives, et j'espère qu'il y aura une saison 2, parce qu'à partir de là, on connaît l'avenir de personne, comme j'ai dit. Hein. À partir de là, t'as Kokoro qui a plus ou moins vu qu'est-ce qui était bien chez l'humain, avec le sacrifice de Malcolm, et donc peut-être que Kokoro va accepter... Bon, on a l'impression que Kokoro va accepter d'affronter Skynet et de faire la guerre contre Skynet, mais le truc c'est que Kokoro à la fin récupère la tête du Terminator et donc possède une technologie qui vient du futur. Donc comme ce qui est un classique dans la saga, c'est que la fin du 1, la fin du 2, plus ou moins c'est les humains qui récupèrent des bouts du Terminator et qui vont donc en faire quelque chose, et ce qui va au final prolonger la boucle à chaque fois et à l'infini. Peut-être que Kokoro va réussir à vaincre Skynet, mais boum, elle a le crâne du Terminator, donc peut-être qu'elle va s'en servir pour ses propres fins, et donc on sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Est-ce qu'on va se taper une guerre à l'infini entre Skynet et Kokoro qui s'arrêtera pas? Qu'est-ce que va faire Aiko maintenant qu'elle sait qu'elle est censée enfanter Malcolm? Quel va être son avenir maintenant que son avenir est complètement incertain, que son futur n'existe plus? Donc là ce qu'elle va faire pour l'instant, c'est sauver les enfants. Et t'as pareil là l'arc du personnage du fils, et t'as l'arc aussi de Kenta qui est un personnage qui déteste les robots, qui pour eux sont pas humains, il a aucune affect envers les robots. Et tu te rends compte que c'est quelque chose qui est resté en lui quand il a accepté de faire un deal avec Skynet pour tuer Kokoro. Et au final, dans cette série-là, il tue pas Kokoro, dans cette timeline-là, il tue pas Kokoro, et donc son destin peut également être incertain pour lui également. Donc tous les personnages sont à remettre en question. Est-ce que Misaki va donc connaître son passé, en fait, puisque sa mémoire avait été effacée pour créer Kokoro, du coup. Donc il y a plein de choses en suspens qu'on peut complètement prendre en compte et remettre à revers.
peut-être, après, en vrai, j'espère pas, en final, c'est pas utile, en vérité, mais peut-être qu'ils vont nous faire des liens avec les films, et peut-être qu'on verra un T-800 style Schwarzenegger, ou une Sarah Connor, une je ne sais quoi. Du coup, le T-800 n'est pas Schwarzenegger dans cette série-là, donc c'est un T-800 qui est beaucoup plus normal, physiquement plus lambda, mais plus froid, plus terrifiant, et qui s'habille un peu, qui est un peu en mode passe-partout, ce qui marche très très bien avec son personnage. Mais c'est vrai que là pour une saison 2, la série risque d'être très très imprévisible. Et comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé le personnage de Malcolm qui m'a beaucoup fait penser à Bernard dans Westworld, ce chercheur scientifique qui veut faire la paix avec les humains, entre humains et machines, qui veut éviter la guerre, et qui pendant toute la série est dans sa chambre holographique en train de parler avec Kokoro sur l'existence, la vie, l'humanité, et le fait de sauver l'humanité. Donc c'est vraiment dans cette partie-là très philosophique, où tu as de magnifiques imageries, où j'aime vraiment beaucoup penser à Westworld. Et de base, après, Terminator a beaucoup influencé Westworld dans ce côté-là, mais j'ai trouvé ça intéressant de lui proposer une série qui avait peut-être un côté plus Ghost in the Shell, par exemple, qui est un truc que j'ai vu pour le coup d'animé, film animé après, c'est pas pareil, un truc peut-être plus Ghost in the Shell, plus philosophique, plus froid, peut-être plus calme, posé, et qui remet beaucoup plus en question ce que l'on voit, donc c'est ça qui est intéressant. Et à partir de là, je pense que la série a été bien appréciée, et voilà. Je crois que j'ai tout dit sur ce que j'avais à évoquer sur cette série, et comme j'ai dit, c'est très gore et violent, et les machines sont imprévisibles, c'est un peu flippant. Il y a de l'horreur, et puis voilà. Si vous avez vu la série et que vous avez des théories à m'évoquer, n'hésitez pas à en parler, dites-moi si vous avez apprécié la série ou pas. Et donc ici on doit faire l'actualité Terminator, en principe, James Cameron a dit qu'il préparait un projet Terminator actuellement, donc je suppose que la série, il y aura encore un film qui va débarquer. En connaissance de la saga, je n'ai pas vu la série télé Les Chroniques de Sarah Connor, qui je crois est pas non plus trop à prendre en compte, je sais pas, mais c'est trop un bordel cette saga. Mais voilà, c'est cool de se dire que tout ça provient du rêve qu'a eu James Cameron de voir un robot dans les flammes de l'humanité, et puis boum, ça a mené au premier Terminator. On a eu ce super mélange entre un film de slasher et un film de SF en fait. Un film de SF temporel, d'anticipation du coup, qui du coup met en avant ce modèle de la femme forte avec Sarah Connor. Surtout que là on est sur un modèle un peu à la Halloween en fait, où c'est un slasher, donc c'est une femme qui est menacée comme dans beaucoup de slashers. Et donc, sauf que là on arrive à renverser le bâton et à faire de ce personnage un personnage peut-être plus endurci, avec comme une relation amoureuse, style années 80 avec le personnage de Kyle Reese, qui fonctionne bien. Et puis donc ce Terminator de Schwarzenegger, qui est pas un acteur que je trouve excellent. Pour moi, Schwarzenegger, c'est pas un bon acteur, mais pour jouer des personnages froids, carrés et rigides, ça lui va comme un gant. Et ce qui fait que Terminator est son rôle le plus culte, en sachant que le film était assez violent, et donc il y avait un côté très flippant, et puis le côté très handmade, où le Terminator était une espèce de mannequin d'animatronique qu'il fallait animer, etc. tout le temps. Donc le pré-film c'est vraiment un film authentique, qui a été fait pour peu cher, et qui au final est devenu un grand classique. Là où le deuxième, c'est un film qui a vraiment révolutionné déjà l'industrie des effets spéciaux, en reprenant les recherches du film Abyss de Cameron, qu'il a prolongé du coup avec les effets de métal liquide avec le T-1000, où là aussi t'as tout un sous-texte intéressant sur le fait que le T-1000 soit habillé en flic, où maintenant le Terminator est un gentil, et donc t'as une guerre entre un gentil robot et un méchant robot, et donc tu remets en question ton apport à l'IA, le personnage de John Connor qui est un peu le gosse années 80 un peu roublard, qui apprend à mûrir et à s'attacher au Terminator. C'est un Connor qui est un personnage de femme forte, mais pas non plus de manière gratuite, parce qu'elle a son stress post-traumatique qu'il apprend au trip durant tout le film. Et donc donc on est sur un road trip très très bien conçu, très très clair, on remet tout en question, où les gars qui ont créé Skynet n'étaient pas forcément des méchantes personnes, et aussi remettent en question dans ce film-là le fait d'avoir créé peut-être le mal absolu. Donc Terminator 2, c'est le parfait blockbuster sur cet aspect-là, en termes d'émotion, de développement de personnages, d'écriture et d'action, évidemment, avec la scène de course-poursuite du camion, le grand final dans la fonderie, donc avec plein d'idées visuelles qui sont intéressantes, donc c'est ça qui fonctionne. Et puis t'as le troisième, je le déteste pas, dans le sens où ça introduit des modèles plus avancés, avec le T, je sais plus quoi, le Terminator féminin, qui était en termes de chara-design était plutôt original et intéressant. Et le fait que ce film-là ait au moins osé la fin de causer l'apocalypse au final, et ça c'est une fois qui était plutôt étonnante pour un blockbuster. Et le blockbuster est plutôt fun, mais c'est juste un blockbuster quoi, c'est un blockbuster basique avec des vannes, et c'était pas intéressant, les acteurs étaient pas très charismatiques. Mais il y avait cette fin osée qui fait qu'on le retiendra quand même un minimum. Mais ça restait très moyen quand même. Là où le quatrième, moi j'aime bien Renaissance, même si Christian Bale il joue pas de manière royale, on sait qu'il avait pas aimé le tournage de ce film-là.
Bah, faire un film Terminator qui se déroule totalement dans le futur, j'ai trouvé ça trop cool. Bon, j'aurais peut-être aimé qu'on ait respecté la timeline plus violette en termes de visuel de James Cameron, mais ce côté Mad Max avec des résistants qui en chient, des Terminators en forme de moto, des Terminators méca, j'ai trouvé ça super cool, et puis il nous crée ce concept de Terminator hybride humain, c'était assez intéressant, et donc t'as plein de petits concepts, d'idées comme ça qui marchent bien, qui rendent le film assez neuf dans la saga, et qui fait que malgré les problèmes de production et le fait que c'était censé être le démarrage d'une trilogie qu'on n'aura jamais, mais je trouve que Terminator Renaissance est un film très très sympa, et c'est le dernier très bon film Terminator, quoi, parce que... Et puis Genesis, j'ai déjà récap un peu ce que je pensais, quoi, on reprend les mêmes personnages, mais avec des acteurs beaucoup moins charismatiques, Emilia Clarke en Sarah Connor, ça marche pas, Jay Courtney en Kyrie, ça marche pas, ramener Schwarzenegger, mais cette fois il est vieux, ça ne justifie rien, ça n'a aucun sens, on te refait les scènes du 1, en termes d'effets spéciaux c'est impressionnant de rajeunir Schwarzenegger, mais c'est tout, on te reprend un T-1000 qui a pas de charisme, on te refait les deux films, et puis on te fait... Pourquoi pas l'idée de faire de John Connor un méchant et d'un peu démystifier le côté religieux, le côté mythe, prophète, parce que John Connor, JC, Jésus-Christ, etc. Pourquoi pas comme idée, mais c'est tellement mal fait, ça n'a tellement pas de sens, c'est tellement pas justifié, que c'est pété, quoi. Et puis cette fin, le Terminator il meurt pas, mais il se transforme en T-1000, ça n'a aucun sens. Et puis t'as pareil, le dernier Dark Fate, tout pareil. On tue John Connor, on te nique tout, et du coup on te dit qu'en fait maintenant il y a une nouvelle prophétie avec une meuf mexicaine qui est la nouvelle John Connor. Et maintenant t'as une meuf Terminator hybride humaine qui est là pour remplacer l'hybride humain de Terminator 4, mais en femme. Et puis t'as juste Laura Hamilton qui est badass en Sarah Connor qui revient, mais à part ça n'a aucun sens. Le T-800 de Schwarzenegger qui est vieux, qui a eu une vie de famille, ça n'a aucun sens. Et même si j'aime bien l'acteur Gabriel Luna, bon, son Terminator c'est juste un gros mélange du T-1000 et de l'original, quoi, donc ça n'a aucune originalité, rien d'intéressant, et en fait ils ont juste fait un remake de Terminator 2 mais avec des femmes, quoi, donc... Voilà, il était temps d'avoir un super projet Terminator, et honnêtement, moi cette série animée, j'ai vraiment aimé, pour moi, c'est le vrai Terminator 3, dans un sens. Donc c'est que pour moi, la trilogie ultime de Terminator, c'est le 1, le 2, le 4, qu'on peut prendre en compte comme un préquel dans le futur, et puis tu as celui-là, tu as ce Terminator 0 qui marche très très bien, et j'espère vraiment qu'on aura droit à une saison 2, parce que je ne peux que recommander cette série. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, et ciao.